Si je vous demandais ce que représente ce tableau, qu'est-ce que vous me diriez? Normalement, comme la plupart des gens, vous avez répondu un de ces trois éléments. La liberté, déjà, ça c'est la réponse la moins risquée parce que c'est littéralement le nom du tableau. La révolution, ensuite, ça c'est pas faux, mais ça dépend de quelle révolution vous parlez. Et enfin, la République. Je crois que ça c'est la réponse qui revient le plus souvent, alors que pourtant c'est aussi la plus fausse. Parce que cette femme, là, au centre du tableau, même si elle ressemble beaucoup à la Marianne, le symbole de la République française adopté officiellement en 1792, eh ben c'était pas du tout la volonté initiale du peintre. En fait, c'est même l'inverse. Eugène Delacroix a réalisé ce tableau pour faire plaisir au roi, et lui-même était un bourgeois tranquille, un dandy complètement hostile à la démocratie. Pourtant, depuis, on ne s'est pas gêné pour reprendre l'image de cette femme de partout pour représenter la République, la démocratie ou notre fameuse devise nationale. Alors, comment c'est possible de trahir à ce point-là la vision de l'artiste? Eh bien, vous allez voir que ce tableau regorge de détails passionnants. Déjà sur cette période incroyable de l'histoire française, mais aussi sur la grande instabilité qui régnait dans l'esprit collectif à l'époque. Personne ne savait vraiment sur quel pied danser, quel système politique serait le meilleur, et surtout, les gens avaient peur. Ils avaient peur de prendre position d'un côté ou de l'autre, d'être catalogués et même de subir des représailles pour leurs idées. Et ce tableau en est l'illustration parfaite. Je pense donc que vous en conviendrez, le moment est parfait pour le dépoussiérer un peu. Commençons par le plus facile. De quelle révolution est-ce qu'on parle? Si la plus célèbre de toutes est celle de 1789, ce n'est pas celle-là qui est représentée dans ce tableau. Il y a pas mal d'indices visuels pour le comprendre. Déjà, l'ouvrier à bretelles et le travailleur en blouse bleue sont deux indications qui situent l'action à une période industrielle plutôt avancée, donc sûrement après 1800. Un peu plus subtil, à l'arrière-plan, on peut apercevoir un étudiant qui porte le fameux chapeau de l'école polytechnique, école créée en 1794, donc après la Grande Révolution. Mais le plus évident, c'est la présence de cette barricade au premier plan, un système de défense et de blocage très utilisé par les Français et un véritable symbole des révolutions de 1830 et 1848. Pour être totalement sûr de la date, il faut un peu plisser les yeux pour apercevoir un tout petit détail, sûrement un des plus importants de ce tableau, d'ailleurs on y reviendra, ce drapeau tricolore sur les tours de Notre-Dame. Cette petite touche ancre définitivement cette scène dans l'histoire, et même au jour près. Nous sommes le 28 juillet 1830, en pleine Révolution de juillet. Cette révolution est aussi surnommée les Trois Glorieuses, en référence à sa durée de 3 jours et au fait qu'elle marque un tournant dans l'histoire française avec la fin de la dynastie des Bourbons qui siège sur le trône de France depuis Henri IV en 1589. Ce jour marque la fin d'un règne de presque 250 ans. Pourtant, cette révolution est souvent la grande oubliée des manuels d'histoire, sûrement à cause de sa courte durée et aussi parce que, disons-le, elle n'a pas changé grand-chose. Malgré la chute du roi Charles X, c'est Louis-Philippe qui prend sa place. Donc la monarchie perdure, même si elle prend une nouvelle forme plus constitutionnelle. Mais reléguer cette révolution au second plan est une erreur, car elle a débouché sur une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de France, l'hésitation de 1830. Et c'est là que c'est intéressant de revenir à notre tableau. Eugène Delacroix commence à peindre cette toile en septembre 1830, seulement 2 mois après les événements révolutionnaires. La situation politique du pays est donc très loin d'être stabilisée. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ce tableau est monumental. 2,60 m sur 3,25 m, ça s'accomplit pas du jour au lendemain. Le peintre travaille 3 mois pour finaliser son œuvre. En fait, si Delacroix s'est lancé dans le travail colossal que représente ce tableau, c'est parce qu'il avait honte de ne pas avoir participé à la Révolution. Enfin, ça c'est ce qu'il dit, mais c'est un peu facile après coup. Parce que la vérité c'est qu'à l'époque, pour pouvoir vivre de son art, il faut se faire bien voir du pouvoir en place. En effet, en 1830, le marché de l'art n'est pas encore très répandu. La demande des collectionneurs est assez faible, et même pour un peintre reconnu comme Eugène Delacroix, grande figure du romantisme, c'est pas forcément évident de vendre son travail. Donc, son plus gros client, c'est le roi. Ce qui pose, vous en conviendrez, un certain problème de neutralité. Et le truc,
c'est qu'à ce niveau-là, quand on creuse un peu plus, c'est pas le seul problème qu'on découvre. Voyez-vous, Delacroix est un bourgeois. C'est le fils d'un homme d'État qui a été ministre puis préfet sous Napoléon et il a reçu une éducation élitiste au lycée impérial, l'ancêtre de Louis le Grand. Eugène Delacroix est donc un pur produit de la haute aristocratie française. Il soigne son élégance, ses relations et il considère le peuple avec une certaine méfiance et même une petite pointe de mépris. Quand la révolution de 1830 éclate, il avoue lui-même qu'il regarde le chaos depuis ses fenêtres et qu'il espère que tout ira bien pour lui. Dernier élément très important à prendre en compte, c'est que Delacroix a pour objectif de présenter ce tableau au Salon des artistes de Paris en 1831. Cet événement, à l'époque, est très prestigieux. Il attire beaucoup de monde, des spécialistes comme des curieux. C'est donc une énorme opportunité pour lui de se faire bien voir et d'attirer l'attention sur son travail. Et là, pour le coup, les personnes qu'il doit impressionner sont d'une qualité toute différente. Ce sont des bourgeois comme lui, mais aussi des gens du peuple, des personnes lambda, si on peut dire. Et puis, il y a beaucoup de concurrence dans ce salon. Tous les artistes, évidemment, prennent comme modèle les événements des Trois Glorieuses, qui sont une source d'inspiration énorme. Delacroix espère donc tirer son épingle du jeu. Et oui, la guerre de l'attention n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister. L'algorithme de l'époque, ce sont les journaux. Alors avec tout ça en tête, on comprend à quel point les influences et les objectifs sont multiples et surtout contradictoires dans le processus de réalisation de ce tableau. Comment satisfaire d'un côté un roi qui veut maintenir l'ordre et conserver son trône, de l'autre un peuple qui veut reprendre le contrôle du pouvoir et de sa liberté, et au milieu une bourgeoisie qui a peur de la rue et énormément d'ambition. La réponse d'Eugène Delacroix à ce dilemme, c'est de créer une image qui essaye de dire tout et son contraire en même temps. Un pari risqué. Alors, j'en conviens, c'est assez difficile de déterminer à quel point c'est une volonté consciente de sa part ou un vrai tiraillement entre ses propres opinions personnelles. Toujours est-il qu'on remarque tout de suite l'intention de ne pas prendre un parti clair. Tout en bas du tableau, on voit en effet le cadavre d'un révolutionnaire qui fait face à celui d'un soldat de la garde royale. Et puis, regardez la composition globale. Les autres artistes qui ont peint cet événement révolutionnaire ont tous utilisé la structure classique de la peinture de bataille. Des personnages petits avec une scène vue du dessus ou de haut, les insurgés et les forces royales représentés face à face, et des actions bien situées dans Paris faisant référence à des épisodes précis de ces 3 jours de révolution. La liberté guidant le peuple fait tout l'inverse. L'action n'est pas clairement située. En fait, Delacroix prend même la liberté de rajouter des immeubles devant Notre-Dame qui ne semblent correspondre à aucun angle plausible. La logique du combat n'est même pas vraiment très claire. Les insurgés sont tournés vers nous, les spectateurs, alors que l'on distingue les troupes royales à l'arrière-plan. Et puis l'observateur du tableau est placé très bas, avec une vue presque en contre-plongée sur l'action. Ensuite, remarquez la structure pyramidale. Pour ça, Delacroix s'est clairement inspiré du radeau de la Méduse, le chef-d'œuvre romantique de son ami Géricault. Sauf que la place du chef, la place centrale, tout en haut de cette pyramide, celle qui attire tous les regards, elle est tenue par une femme. La situation ne fait aucun sens. Que fait donc cette femme en dehors de la cuisine ? La situation ne fait aucun sens. Que fait donc cette femme à moitié nue au milieu des coups de feu ? En fait, c'est une évidence. Cette femme n'est pas comme tous les autres personnages du tableau, elle n'est même pas réelle. Ses pieds nus et son buste découvert, les plis de sa robe qui rappellent ceux des statues grecques, son visage soigneusement découpé de profil alors qu'elle marche de face, le nuage de fumée derrière elle comme une auréole et le bonnet phrygien hautement symbolique, tout cela est très clair. Cette femme est une allégorie. Elle incarne une idée. Et la réponse se trouve dans le titre. Elle incarne la liberté. Avec ce procédé, Delacroix s'écarte des détails et des circonstances précises de l'événement révolutionnaire et préfère représenter l'idée qui a guidé le peuple dans son mouvement de révolte. Ainsi, il rend hommage à ses racines romantiques et idéalise la révolution tout en la gardant prudemment dans le domaine de l'abstraction pour ne pas s'attirer les foudres du pouvoir. C'est bien joué. Enfin, sur le papier, oui, c'est bien joué. Mais en réalité, ça va pas du tout se passer comme prévu pour notre ami Eugène. Lors de la présentation de l'œuvre au Salon des artistes, le tableau fait scandale. Au départ, évidemment, toutes les critiques se focalisent sur la figure féminine au centre du tableau. Effectivement, beaucoup d'observateurs la considèrent plus proche de la poissarde que de la déesse. Les seins à l'air, la peau bronzée, sale de crasse et de poudre à canon, des poils sous les bras et même un physique plutôt musclé,
elle n'a rien de féminin ni de gracieux. Alors, pour les observateurs critiques, c'est un véritable affront. Faire une allégorie de la liberté, pourquoi pas, ça a déjà été fait. Mais encore faut-il l'idéaliser. C'est ça, le romantisme, lui donner un caractère altier, universel, pacifique. La liberté de Delacroix, ce n'est pas ça, elle est crasseuse, débraillée, vulgaire, dangereuse presque même. En tout cas, elle n'incarne pas l'apaisement, elle représente toutes les dérives politiques qui gangrènent le pays depuis des décennies. Et une fois la brèche ouverte, évidemment, les critiques ne s'arrêtent pas là, quitte à tomber dans la mauvaise foi. Ils voient ici un jeune délinquant en situation de port d'armes illégales pour son âge. Là, un individu dangereux. Ici, un ouvrier à terre qui symbolise le mépris des bourgeois. Certains disent même que Delacroix a eu la prétention de se représenter lui-même en aristocrate, propre sur lui avec son fusil flambant neuf, alors qu'en réalité il était mort de trouille chez lui, trop peureux pour aller combattre. Et ce n'est pas tout. Poutres calcinées, pieds sales, poils pubiens apparents, arrière-plan flou, tout y passe. Pour les critiques, ce tableau est sale, il est violent, il ne représente pas le peuple, mais plutôt une masse dangereuse et incontrôlable, guidée par une furie armée jusqu'aux dents. Avec sa variété de personnages, Delacroix pensait avoir peint un pont entre les classes sociales, mais en réalité, il semble qu'il vienne de peindre le portrait de la peur bourgeoise. Bon, tout cela est une chose, mais rien n'est perdu pour Eugène. Son tableau, œuvre monumentale, comme je vous l'ai dit, suscite bien des critiques, mais fait également sensation au Salon des artistes. Et puis, vous savez, même en 1830, un bad buzz reste toujours du buzz. Surtout que si le peuple n'est pas très content de la façon dont il est représenté ici, le roi, lui, il doit être heureux. Paris réussi donc. Eh bien non. Alors, le nouveau roi Louis-Philippe va bien acheter le tableau pour 3000 francs or et va même décorer Eugène Delacroix de la Légion d'honneur par la même occasion. Mais s'il fait ça, ce n'est pas du tout parce que ce tableau lui plaît. Au contraire. Si Louis-Philippe achète ce tableau, c'est pour ne pas faire de vagues et pour s'assurer que cette œuvre tombe très vite dans l'oubli. Il acquiert la liberté guidant le peuple, l'affiche brièvement pour faire illusion, même pas dans la salle du trône d'ailleurs, mais au musée royal. Puis après quelques mois d'exposition, il fait décrocher le tableau qui part directement dans une sombre cave de Versailles, loin de tous les regards. La raison est très simple. Le pouvoir monarchique essaye de faire oublier toute trace de la Révolution de Juillet et ne pas donner d'autres idées révolutionnaires à ce vilain peuple de France décidément bien déterminé à se battre pour sa liberté. La preuve ultime de cette tentative royale de réécrire l'histoire apparaît en 1837. Louis-Philippe ouvre un musée d'histoire de France à Versailles. Tout au bout de la galerie des batailles, qui présente toutes les victoires françaises de Clovis jusqu'à Napoléon, on arrive dans la salle dédiée à l'année 1830. Évidemment, la pièce maîtresse de cette pièce devrait être la liberté guidant le peuple, c'est une évidence. Mais non, c'est le portrait de Louis-Philippe qui règne partout sur les murs. Toute trace de révolte est soigneusement effacée. En fait, la monarchie ne peut pas se permettre de rappeler au peuple qu'il s'est libéré lui-même, guidé non par un roi, mais par une idée. Voilà donc le résultat du travail de Delacroix. En voulant satisfaire tout le monde, il n'a satisfait personne. Il récupère son tableau discrètement en 1839 et est contraint de le garder chez lui dans des conditions de conservation pas excellentes, et on peut comprendre vu la taille du truc, et même s'il arrive à obtenir quelques autorisations pour le montrer dans certaines expositions ça et là, il ne saura jamais vraiment de son vivant l'ampleur du chef-d'œuvre qu'il vient de réaliser. Eugène Delacroix meurt en 1863 et la liberté guidant le peuple est en train de moisir dans les réserves du musée du Luxembourg. Mais l'histoire, la grande histoire, vous savez, a beaucoup d'humour. Parce que même si son créateur est mort, ce tableau, lui, ne fait que commencer sa vie. En 1874, 11 ans après la mort d'Eugène Delacroix, et surtout 4 ans après la chute du dernier monarque de France, Napoléon III, le tableau fait enfin son entrée au Louvre. Ce timing s'explique par une sorte d'opportunisme national. En fait, à ce moment-là, la Troisième République est en train d'émerger. Elle est née dans la douleur, après une défaite militaire cuisante contre la Prusse et la guerre civile sanglante de la Commune. Mais ça y est, la France est en train de changer de visage, et pour la toute première fois depuis 80 ans, il y a de l'espoir. Cela dit, ce nouveau régime reste très fragile.
Il manque de racines, de légitimité et surtout, pour s'imposer, la République doit se construire une espèce de mythologie. Elle doit prouver qu'elle n'est pas un accident de l'histoire, mais bien l'aboutissement d'un long combat, d'une logique historique et patriotique transcendante. Alors on fouille dans les réserves et c'est là qu'on exhume la liberté guidant le peuple. Ce tableau tombe à pic, l'image est forte, historique, grandiose, on lui trouve directement une place de choix au Louvre. On écrit des articles dessus et très vite on l'intègre dans les manuels scolaires. Tous les petits Français connaissent ce tableau. Ça y est, on a construit un symbole. À ce moment-là, les critiques du Salon des artistes de 1831 sont bien loin dans le rétro. On oublie que Delacroix voulait séduire un roi, qu'il cherchait à plaire à tout le monde et qu'il doutait lui-même de la démocratie. La poissarde au bras poilu qui avait outré l'opinion publique à l'époque se transforme. Finalement, elle est parfaite, non ? On décide alors, d'un commun accord national, que cette femme n'est plus une émeutière anonyme. Ce n'est même plus vraiment la liberté. C'est Marianne, la représentation officielle d'une république qui, paradoxalement, n'existait même pas au moment où elle a été peinte. On l'imprime sur les billets de 100 francs, sur les timbres, on l'affiche partout dans les mairies. Le malentendu est désormais accepté collectivement, gravé dans le marbre indélébile de l'histoire. Le symbole est tellement puissant qu'il finit par éclipser complètement la vérité historique. Cela dit, avec tout ce que je vous ai présenté là, on est en droit de se demander quelle est la vérité historique. Vous vous rappelez de ce petit drapeau en arrière-plan qui flotte sur la tour de Notre-Dame ? L'inspiration est très claire, une nouvelle fois, Delacroix fait un clin d'œil à son ami Géricault. Sur le radeau de la Méduse, le petit bateau en arrière-plan symbolise l'espoir. C'est le renfort qui arrive, un potentiel sauvetage d'un naufrage tragique. Eh bien, le drapeau de Delacroix, placé au même endroit, signifie peut-être exactement la même chose. En effet, le drapeau tricolore a réellement été hissé au sommet de Notre-Dame le 28 juillet 1830, aux alentours de 13h, pour encourager les révolutionnaires. D'après le célèbre romancier Alexandre Dumas, qui était un ami proche d'Eugène Delacroix, c'est en voyant ce drapeau flotter sur Notre-Dame que le peintre a eu une révélation esthétique. Le fanion tricolore, en effet, n'a pas été sorti depuis plus de 15 ans en France, et Delacroix comprend alors à ce moment-là que ces horreurs qui se passent sous ses fenêtres, ces affrontements sanglants sont le fruit d'une lutte existentielle d'un peuple pour un idéal qui dépasse les vulgaires intérêts personnels. Il comprend que le peuple a du panache. Alors, entre toute autre chose, Delacroix choisit de peindre le 28 juillet, cette journée précisément, parce que c'est la journée de l'indécision. Les affrontements pouvaient encore tourner d'un côté comme de l'autre, les hommes mouraient et continuaient à se battre, chacun pour leurs idéaux. Si le tableau est si ambigu, c'est que son auteur l'a voulu ainsi, il l'a construit ainsi, c'est parce qu'il était lui-même indécis. Les révoltés également, les défenseurs du trône tout autant, la France entière l'était, indécise. La liberté guidant le peuple n'est pas une prise de position, c'est une représentation de la formidable puissance du phénomène social, de l'immense tension qui ronge le cœur des hommes depuis des siècles, constamment tiraillés entre un idéal transcendant de liberté et un besoin viscéral de sécurité. Delacroix n'a peut-être pas osé être un révolutionnaire, on ne le saura jamais, mais une chose est sûre, son pinceau, lui, l'a été. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le roi, ni le peintre, ni même le peuple qui a eu le dernier mot. Non, je crois que c'est cette femme qui continue d'avancer vers nous à travers les siècles pour nous rappeler quelque chose qu'on a toujours besoin d'entendre. La liberté n'est pas un monument figé. C'est une flamme fugace qui se doit d'être entretenue avec précaution, sous peine de se retrouver plongée dans l'obscurité.